Et à 18h31 sur Europe 1, Isabelle, c'est l'heure de notre fait du jour. Ce soir, on revient sur le discours d'Emmanuel Macron cet après-midi au Congrès de Versailles. Et on en parle, Carole, avec le politologue Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, avec Hélène Jouan, chef du service politique d'Europe 1, Alexis Corbière, député français insoumise de Seine-Saint-Denis, et Guillaume Larrivé, député Les Républicains de Lyon, qui rentre tout juste de Versailles. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Je n'aime ni les castes, ni les rentes, ni les privilèges. Et je crois qu'il existe des réussites qui ne se traduisent pas par l'enrichissement pécuniaire. Mais la création de richesses, la prospérité d'une nation sont le socle de tout projet de justice et d'équité. Cette phrase, c'est l'un des temps forts du discours d'Emmanuel Macron, discours qui a duré près d'une heure et demie cet après-midi et au cours duquel il a justifié les mesures déjà actées et annoncé le calendrier des futures réformes. Hélène Jouan du service politique d'Europe 1, qu'est-ce que vous avez retenu de cette heure et demie de discours ? J'ai retenu d'abord qu'un exercice de défense pro-domo et un exercice de pédagogie vis-à-vis de sa majorité, éventuellement des Français, puisque c'était ça aussi le but de l'exercice, même si on peut douter que les Français, à 15h, aient suivi le président de la République sur leur télé dans des fan zones. Je ne suis pas sûre que c'était exactement pas sûr non plus. L'exercice qui se prêtait, très déçu. Qui se prêtait à ça, je ne sais pas. En tout cas, on a vu quand même quelques concessions, en tout cas sur la forme du discours d'Emmanuel Macron, où c'est assez rare de sa part, mais il a dit un petit peu son humilité. Il a dit: je me présente devant vous, humble mais résolu. Humble parce qu'on a vu, et Frédéric Dabi évidemment nous en parlera, on a vu qu'il y avait un début de défiance qui commençait à s'exprimer de la part des Français, mais de la part de sa majorité aussi. Donc il a essayé de répondre à ça en disant: je n'ai pas tout réussi, je ne réussirai pas tout, mais voilà, mon objectif évidemment c'est de continuer. Concession également sur la forme, parce qu'il a beaucoup parlé de concertation, ce qui est quand même assez nouveau aussi dans la bouche d'Emmanuel Macron. Il a annoncé un sommet social. On savait qu'il y avait un sommet social à l'Élysée le 17 juillet prochain. Il a parlé de concertation nécessaire également avec les territoires sur un certain nombre de réformes. La mobilisation des patrons. On a eu l'impression d'un coup qu'il n'était plus tout seul, mais qu'il fallait être beaucoup pour faire avancer la France. Et puis il y avait le deuxième grand exercice, c'est un agenda, un calendrier assez complet. Très précis, alors les députés dont certains se sont dit fatigués sur la saison 2018 à cause du rythme, vont l'être a priori encore plus, parce qu'en gros, à l'automne, il y a tout qui se passe. Il a annoncé un nombre de réformes qui doivent arriver à l'automne, sachant qu'il y a quand même un budget de la sécurité sociale qui occupe déjà une grande partie du calendrier parlementaire, en général entre novembre et décembre. Je ne sais pas où il va trouver le temps de tout ça. Mais enfin, si on fait la liste, il y avait la réforme de l'État d'ici la fin de l'année, avec assez peu de précision d'ailleurs sur la réduction des dépenses publiques. Mais enfin, ça doit arriver. Plan de réduction de la pollution de l'air, le plan pauvreté qui aurait dû être présenté là, ce sera pour septembre et la mise en œuvre en 2019. L'ouverture d'un nouveau droit social sur la dépendance, c'est également pour l'année prochaine. Un cadre pour l'islam dès l'automne. La réforme des retraites, c'est pour 2019. La réforme du parcours de soins et de l'hôpital, c'est pour 2019. Ouf, encore une fois, c'est un rythme qui se poursuit. C'était ça aussi qu'Emmanuel Macron voulait marquer aujourd'hui. Alors on va détailler tout ça. Frédéric Dabi de l'IFOP, Emmanuel Macron avait notamment pour objectif de tenter de retirer l'étiquette de président des riches qui lui colle à la peau. Le président a-t-il réussi à éteindre la mèche de sa sortie sur le pognon de dingue que coûtent les aides sociales ? Très très clairement, comme l'a dit Hélène Jouan, c'est pas ce type d'intervention qui était attendu. Il y avait déjà eu une intervention l'année dernière qui allait changer une situation de popularité et d'impopularité, mais ça sert à remettre une action en perspective, et il a été, comme ça a été dit, en rupture, continuité par rapport aux perceptions ou par rapport à ces dernières interventions, la séquence de TF1 et d'il y a quelques semaines, où continuité sur les réformes, comme ça a été dit, comme sur la cohérence. Je fais ce que je dis ce que je fais, comme le discours pro-business avec l'image du gâteau, qui est une image assez éculée sur l'entreprise et sur la création de richesse. Mais il y a eu des éléments de rupture sur l'incarnation, même si, n'oublions pas que les Français ne sont pas sur une logique où ils vont juger un président sur ce qu'il est, mais sur ce qu'il fait et sur ce qu'il a réussi. Et surtout sur cette question sociale. Lorsqu'il parle comme objectif d'avoir un État-providence du 21e siècle, c'est une petite musique pour contrecarrer cette attaque, cette perception en termes de casse sociale, le sentiment qu'il n'est pas le président des riches. J'avais eu ce débat avec Alexis Corbière il y a quelques semaines. Dans nos enquêtes qualitatives, notamment pour le JDD,
il n'apparaît pas que le président des riches, il n'y en a eu qu'un, c'était Nicolas Sarkozy pour les Français, mais le président qui fait systématiquement une politique pour les personnes les plus aisées et qui va faire de la transformation du pays un bénéfice seulement pour les premiers de cordée. Il a essayé de montrer que tout le monde pouvait y trouver son compte, mais très très clairement, c'est un petit caillou. Ce n'est pas ça qui va changer une perception assez lourde chez les Français en termes d'injustice de la politique qui est menée, en termes de distance et de déconnexion. C'est dans ce cadre-là que l'épisode de la vaisselle, de la piscine, qui n'a pas été majeur dans le discours des Français, s'insère sur le sentiment qu'il ne comprend pas les préoccupations et qu'il est éloigné. C'est une première étape. Alexis Corbière, ce rendez-vous a été boycotté par certains députés de la France Insoumise. C'est votre cas. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Frédéric Dabi ? Si Frédéric Dabi me corrige en disant que c'est pas le président des riches mais le président des aisés, pourquoi pas, ça me va. Non mais pourquoi nous n'y sommes pas allés, c'est que nous considérons qu'il y a une utilisation des institutions de la Ve République qui sont déjà des institutions qui concentrent beaucoup de pouvoir sur le président de la République. Là il y a une utilisation très sarkozyste, j'espère que Guillaume Larrivé ne m'en voudra pas, c'est-à-dire l'utilisation de quelque chose qui devait être exceptionnel en le pérennisant, en venant parler devant la représentation nationale, en n'écoutant pas ce qu'elle a à lui dire, en s'exprimant devant une assemblée qui ne vous contrôle pas. C'est aussi, ça pose quand même un problème. La différence avec le Premier ministre, c'est que quand il parle devant l'hémicycle, comme parlementaire, nous pouvons le sanctionner. Alors ça va changer puisqu'Emmanuel Macron a proposé de modifier la Constitution afin de pouvoir justement écouter à l'avenir les questions qui lui seront posées et y répondre. Alors déjà, je vais faire un peu comme on marque nous un petit but quand même, la France Insoumise, parce que ça fait 15 jours qu'on dit qu'il y a quand même un problème. Et je rappelle par exemple que ce qu'a dit tout à l'heure Emmanuel Macron, nous avons proposé au milieu de beaucoup d'amendements en commission des lois, un amendement qui proposait ça et ça nous a été refusé par les députés En Marche. Et là, il vous donne raison. Voilà, non mais c'est une manière un peu méprisante pour les députés En Marche. En gros, lui décide tout seul des choses que ses députés, eux, étaient contre. Bon, ça montre que malgré tout, on a marqué le point, pardon encore l'expression, dans la population en disant s'il y a un problème. Mais attention, premièrement, ça va vers une présidentialisation accrue dont je pense qu'il faudrait discuter dans le pays. Est-ce que les Français veulent un régime de plus en plus présidentiel, de moins en moins parlementaire? Et deuxièmement aussi, quand on s'exprime devant une assemblée, on doit accepter l'idée que quand même, si on pérennise ça, l'assemblée, elle peut vous sanctionner, vous approuver, vous sanctionner. Ça va être le cas. Non, vous n'avez pas écouté. Il n'y aura pas de vote. Il n'y aura pas de vote. Mais en tout cas, il pourra répondre aux questions. Il pourra répondre aux questions. Donc déjà, lui-même, il acte le fait qu'il y avait un problème. Et deuxièmement, je dis moi que derrière tout ça, j'invite les Français à ce que le débat institutionnel soit un débat. Nous, on est pour une assemblée constituante. Il faut changer les institutions. Le problème, c'est quoi? Plus d'un Français sur deux ne va plus voter aux élections. C'est un vrai problème. Moi, j'arrête pas de répéter cet argument. Moi, qui suis bien élu dans mon travail bagnolier, il n'y a que 20% des gens qui sont venus voter pour moi. 80% n'ont pas voté pour moi. Et Guillaume Larrivé, je connais pas le calcul, mais sans doute que chaque député, s'il a l'humilité de regarder, en fait c'est 10 à 15% des électeurs qui votent pour nous. Donc cette abstention, comment on recrée des institutions qui redonnent confiance? Je ne crois pas que ce soit seulement par cet exercice, même j'ai la conviction que ça va régler les choses. Bon, ça c'est sur la forme, sur le fond. Sur le fond, on poursuit le débat dans un tout petit instant sur Europe 1. Je vous donne la parole, c'est promis. Guillaume Larrivé dans un instant, à tout de suite. Isabelle Millet sur Europe 1. Allopneu.com. Un petit pas pour l'homme, un grand pneu pour l'automobile. Goodyear a été le premier pneumatique à rouler sur la Lune. Aujourd'hui sur Terre, Goodyear fête 120 ans d'innovation, toujours animé par ce même esprit de conquête. Pour marquer l'événement sur allopneu.com, Goodyear offre jusqu'à 120 € en bon d'achat et met en jeu un grand voyage pour 4 sur les routes des États-Unis. Valable jusqu'au 24 juillet 2018 pour l'achat de pneus Goodyear. Conditions et règlements sur allopneu.com. Allopneu.com. Vente et montage de pneus. Les fournitures scolaires. Avant c'était une vraie galère. Mais maintenant je crains personne. Avec rentrediscount.com. C'est vrai, en 3 clics sur rentrediscount.com, du fond de mon transat, je trouve toutes les fournitures scolaires au prix le plus bas. Tiens, le fameux Polypro Clairefontaine à 59 centimes. Oui, 59 centimes seulement. Rentrediscount.com, numéro 1 des fournitures scolaires en ligne. Rentrediscount.com. Bon, c'est ma femme qui m'avait dit, chez Opel, ils reprennent tout ce qui roule 4 300 € pour l'achat d'une Opel Corsa. Bon, je lui ai dit, t'as mal compris. Elle m'a dit si. J'ai dit non. J'ai dit 4 300 € contre un truc qui roule, c'est pas possible. Elle m'a dit si. J'ai dit non. Du coup, l'offre, elle est passée. Et en fait, c'est ma femme qui avait raison. Depuis, avec Mamour, c'est tendu.
c'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 13 juillet, Opel vous reprend tout ce qui roule 4 300 € minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Europe Soir. Isabelle Millet sur Europe 1. 18h41 sur Europe 1. La suite du fait du jour, c'est avec vous, Isabelle. Et on poursuit notre débat, Carole, sur le discours d'Emmanuel Macron cet après-midi devant le Congrès de Versailles. On est toujours avec Hélène Jouan, chef du service politique d'Europe 1, le politologue Frédéric Dabi, Alexis Corbière, député France Insoumise, et Guillaume Larrivé, à qui je n'ai pas encore donné la parole. Guillaume Larrivé, vous rentrez tout de suite de Versailles, puisque vous avez assisté à ce discours d'Emmanuel Macron. Vous en avez pensé quoi, vous ? Je pense qu'Emmanuel Macron aime les mots. Il aime ses mots, il aime profondément s'écouter parler, se regarder dans son propre miroir, et il était heureux, je crois, de revenir au château de Versailles pour délivrer un discours qui, effectivement, est un ensemble de mots, mais de mots qui ne sont pas magiques. Pour le dire plus clairement, c'est pas parce qu'Emmanuel Macron va dire le mot territoire, par exemple, qu'il a véritablement une action en faveur des territoires. Moi, j'ai la chance d'être élu, même d'avoir été réélu député d'un territoire rural dans cette France qu'on appelle parfois la France périphérique, mais qui pour moi est le cœur battant de la nation, la France des petites villes et des villages. Moi, ce que je vois sur le terrain, depuis 1 an qu'Emmanuel Macron est président de la République, c'est plutôt un recul de l'action de l'État sur le terrain. C'est plutôt un abandon de la ruralité. Et ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron, au château de Versailles, va prononcer 3 ou 4 fois le mot territoire que subitement, de manière magique, il va y avoir une vraie transformation, alors qu'il y a eu en réalité une régression. Hormis la forme, les mots, sur le fond ? Sur le fond, beaucoup de poncifs aussi. Lorsqu'on nous dit par exemple que la France va devenir, je cite, une puissance du 21e siècle. Dites donc, c'est une sacrée nouveauté. Le 21e siècle, il a commencé en 2000 ou en 2001. On n'a pas attendu Emmanuel Macron et les macronistes pour l'apprendre. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on entre dans le concret. Et pour ça, on a des institutions, on a un Premier ministre, en principe. On a des ministres, en principe, paraît-il, qui ont été nommés. Et moi, je préférerais de beaucoup que ce soit à l'Assemblée nationale qu'on ait des vrais débats de fond avec de vraies actions et de vraies inflexions aussi, parce que moi j'attends des inflexions. Par exemple sur la dépense publique, Emmanuel Macron nous dit, vous allez voir ce que vous allez voir, il va y avoir une réforme de l'État. Aujourd'hui, pardon, mais je constate que la République française dépense plus que sous François Hollande. Aujourd'hui, les Français payent plus d'impôts, et notamment les classes moyennes, que sous François Hollande. Donc derrière les mots, et derrière aussi parfois la prétention à incarner une sorte de transformation, il y a une action qui est en fait assez limitée. Juste encore un mot, moi j'aime pas du tout le discours qui consiste à dire, dans les 30 dernières années, dans les 40 dernières années, il y a eu que des nuls. Pardon, mais Raymond Barre, Michel Rocard, enfin d'autres personnalités ont fait aussi des choses, et je trouve que Nicolas Sarkozy bien sûr, et je trouve que cette espèce de prétention, cette prétention d'Emmanuel Macron à incarner seul le beau, le vrai, le bien, la vertu, je trouve ça complètement insupportable. Alexis Il n'y a Corbière. pas d'un côté Macron et de l'autre côté des crétins qui seraient les Républicains, les socialistes, la France Insoumise. On est tous élus de la nation, et on est tous, je crois, animés du souci du bien commun. Prétentieux et narcissique, Emmanuel Macron ? Non, mais surtout, je rebondis sur ce que quand on était secrétaire général adjoint de l'Élysée, ministre précédemment, qu'on a dans son gouvernement des anciens ministres, bon, pour le moment c'est un peu piquant, qu'on a Édouard Philippe qui quand même était lié aussi à la droite précédemment. Bon, non, mais revenons sur le fond. Moi, il a quand même annoncé qu'il va à la fois limiter les dépenses publiques, donc ça cadre un peu le fait que tout ce qu'il annonce sans en dire plus, son plan pauvreté, je sais pas ce que ça va être. Les enseignants vont être contents d'apprendre que tout va bien désormais depuis 1 an, alors qu'on est toujours des enseignants les plus mal payés d'Europe, quasiment au 11e rang, que c'est pas vrai que dans l'école ça va mieux. Je m'excuse, monsieur le président, venez en Seine-Saint-Denis, chez moi, Montreuil-Bagnolet, vous allez voir que depuis 1 an, personne n'a l'impression qu'on est passé de la nuit au jour. Enfin, il y a beaucoup d'autosatisfaction, une pluie de truisme. Moi, j'ai tweeté ça, quoi. Fallait sortir les parapluies parce que au bout d'un moment, les portes ouvertes ont été enfoncées. Voilà, beaucoup de têtes de chapitre sans rentrer dans le dur. Effectivement, après, il va y avoir un rythme de choses qui vont arriver. Je pense qu'il va casser l'assurance chômage, c'est ce qu'il a annoncé, c'est pas bon. Ceux qui vont perdre leur emploi, sachez que sans doute leurs droits vont être limités, c'est plus ou moins ce qu'il a annoncé. Moi, je peux pas supporter qu'il nous explique dès le départ, comme une autosatisfaction, que c'était le code du travail qui posait problème. En gros, il y avait trop de droits sociaux dans ce pays depuis qu'il est modifié, qu'on peut licencier plus facilement, que lorsque vous subissez un licenciement abusif, vous avez moins d'indemnité, que le pays va mieux. Moi, je trouve que son truc, en plus de, je termine là, sur les inégalités de destin, c'est une manière de faire un dribble en termes footballistiques sur le problème. C'est aussi, c'est quoi sa fiscalité pour corriger les choses? Parce que c'est facile de dire il y a des inégalités de destin. Ce que je vois concrètement, c'est qu'il a supprimé l'ISF, qu'il a rendu aux 100 contribuables les plus riches de ce pays 1,5 million d'euros, qu'il a pris 5 euros par mois à ceux qui bénéficiaient des APL qui sont les plus pauvres. Allez m'expliquer après ça que les inégalités de destin vont être corrigées. Tout ça, c'est du pipeau. Voilà.
Guillaume Larrivé. Sur la forme, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'avec François Hollande, il y avait ce qu'on appelait l'anaphore, vous savez, la répétition des mêmes mots en début de phrase. Avec Macron, c'est l'antiphrase. C'est-à-dire parfois il dit un truc et en réalité, le réel, la vérité, les choses, c'est exactement le contraire. Il commence son discours en disant je suis humble, c'est une manière de nous dire, je ne le suis pas vraiment, j'ai compris parce que je fais du marketing politique qu'il faut que j'essaie de corriger mon image, mais en réalité tout ça ce sont des mots et donc cet exercice au fond d'autosatisfaction dégoulinante aura convaincu, je pense, les députés macronistes amoureux du prince, amoureux d'Emmanuel Macron, mais je pense qu'il n'aura pas convaincu les Français qui commencent à ouvrir les yeux. On le voit dans les études d'opinion et on le voit surtout sur le terrain. Moi, j'étais dans Lyon toute la fin de semaine. Un discours comme ça, il peut inverser la courbe des sondages. Ça ne change pas les choses. Je nuancerai quand même. Il a quand même la chance d'être dans un système qu'il a lui-même détruit. On n'est plus sur la bipolarisation gauche-droite ou une baisse de popularité forte. Ça peut remettre en selle l'opposition. Là, on est passé. Les élections partielles quand même montrent que l'opposition elles ont été moins mauvaises pour Remarque, elles ont été mauvaises pour le PS en 2012-2013 et pour la droite en 2007-2008. Mais en tout cas, il a face à lui des oppositions éparpillées. Pour l'instant, pour le moment, ici et maintenant, il n'y a pas de réceptacle au mécontentement qui, il est vrai, augmente parce qu'on est passé. Il n'y a jamais eu d'état de grâce. Il faut bien se mettre d'accord. Il a chuté très fortement l'été 2017, contrairement à d'autres. Mais on est passé d'une certaine bienveillance et un attentisme à une vraie impatience sur la question, non pas du président narcissique, mais du président qui réussit et qui transforme le pays pour tous les Français. Donc il n'y aura pas un avant et un après ce congrès de Versailles, ce discours. Sans doute pas. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1 pour débriefer ce discours d'Emmanuel Macron devant le congrès à Versailles. Frédéric Dabi, Hélène Jouan, Alexis Corbière et Guillaume Larrivé.